Je suis Guerzé, originaire de Zérékoré, et Zérékoré se situe dans la partie forestière de la Guinée. Et j'ai fait quand même mon enfance à Conakry, la capitale. J'ai fait l'école primaire, le collège, le lycée. Et ensuite, je suis allé faire mes études universitaires en France. J'ai fait de l'économie à l'université de Montpellier. Donc depuis 15 ans, j'ai vécu en France. Et l'histoire est venue, c'est qu'un jour, j'ai commencé à m'intéresser à mes racines. Donc, ma racine guerzé, bien connaître puisque c'est une partie qui est moins connue en Guinée, non seulement par les Guinéens, donc à l'extérieur. J'ai voulu comprendre certaines cultures, certaines coutumes de ma région. Et par hasard, en parlant de mon grand-père, et on m'a raconté son histoire, en fait, il était ce qu'on appelle Zoromu. Zoromu, c'est le prêtre du culte ancien qu'il y avait, donc l'ancien culte. Et après ça mort, enfin, il est décédé, je crois, dans les années 50. Et un jour, avant ma naissance, il y a mon père qui voyait toujours un monsieur en rêve qui lui disait, écoute, cet enfant-là, je veux qu'il porte mon nom. Elle disait, ou alors mon père ne comprenait pas. Plusieurs fois, il en a eu. Et à ma naissance, quand ma grand-mère est venue, un jour, mon père lui a demandé, mais je vois un vieux en rêve qui me dit qu'il s'appelle Wu, il veut que mon enfant porte son nom. Et c'est là où ma grand-mère dit, ah ouais, mais en fait, c'est ton grand-père. Et là, ils ont raconté l'histoire. Donc, chaque fois, on m'a raconté cette histoire-là. Alors, j'ai voulu comprendre qui était cette personne-là qui s'intéresse à ce truc. Et quand je suis allé à Zérékoré, j'ai fait quelques recherches sur lui. C'est là que j'ai découvert que nous avions une histoire, nous avons une culture, nous avons un culte ancien qui était là. Et que ce monsieur a voulu que je porte son nom parce que, bon, si peut-être j'avais grandi dans la tradition là-bas, j'aurais été un prêtre, un Zoromo. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment dans la lignée. Donc, bon, ça s'est pas fait parce que j'étais pas sur place. Et plus je voyais, plus j'ai rencontré que nous avions ce qu'on appelait la forêt sacrée. Et la forêt sacrée était quoi? En fait, c'était une formation pour tous les jeunes guerzés. Et les livres que j'ai lus, donc qui étaient écrits par les Français qui étaient à l'époque, n'est pas la bonne interprétation. On disait que c'était un rite de passage d'une classe, une classe adulte, que les jeunes partaient dans la forêt sacrée. Ça durait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc ils revenaient, ils savaient tout sur la culture guerzée, ils savaient, puisque bon, ils sont quand même agronomes, c'est vraiment des agriculteurs qui sont... Donc ils savaient tout sur la manière de chasser, la manière de cultiver. Donc c'est vraiment, ils allaient jeunes, ils revenaient hommes. Et moi, dans ma recherche, j'ai vu qu'en fait, dans la forêt sacrée, il arrivait que des enfants de 7 ans y aillent. Donc en fait, c'est pas un rite de passage, c'est l'initiation à la culture guerzée. Donc d'où l'idée pour moi, non seulement de découvrir ma culture, mais de faire connaître cette culture-là. Et dans ma recherche, j'ai rencontré Monseigneur Théa, qui est une des grandes figures de la culture guerzée, et je lui ai demandé s'il y a une possibilité qu'on fasse quelque chose, qu'on parle de notre histoire. Donc, ce qu'on peut nous tirer de notre coutume, donc la partie tradition qu'on a à garder, ce qui est bien, et aussi ce que le modernisme, le monde occidental nous a apporté. Et à ce moment, parce qu'en Europe, ça c'était toute ma constatation, quand on parle de l'Afrique, c'est comme si c'était un pays, une entité. Et souvent, les images que l'on voit en Afrique, en Europe, sont des images de la famine, de la guerre civile, rien d'autre, quoi. Donc, ce ne sont pas des images flatteuses pour nous. Ou alors, ce sont des histoires des Africains racontées par des Européens. Donc, j'ai voulu moi-même raconter notre histoire, parler de notre culture, mais par nous, notre regard et notre version des choses, des faits, que ce soit au niveau des livres, au niveau de l'écrit, au niveau des images. Donc ça a été toute ma démarche pour faire un film sur ce qui était la forêt sacrée et voir quelles sont les traditions, ce qu'on doit garder, ce qui est bien, ce qui est notre racine, et puis le modernisme. Donc d'où l'idée pour moi d'en parler à Monseigneur Théa et de travailler avec lui. Le nom forêt sacrée a été donné par les colons français, qui à l'époque, pour eux, c'était un rite de passage, c'est-à-dire que le jeune guerrier rentrait dans la forêt sacrée, il revenait en homme. Et moi, après mes recherches, j'ai vu qu'en fait, il y avait des enfants, même de 7 ans, qui allaient dans ce centre. Donc, en fait, ce n'est pas le rite de passage, c'était un centre de formation, en quelque sorte, où le jeune guerrier venait apprendre l'agriculture, les métiers de l'art, la guerre, la médecine traditionnelle. Donc, c'était le centre de formation, comme on peut l'appeler maintenant, où il restait 5, 6 ans. Donc, chaque année, il y avait des jeunes qui rentraient et ceux qui en sortaient. Et c'est comme ça que la culture guerzé, puisque c'est une culture orale, il y avait une écriture, mais
très peu connu et par très peu de gens. Donc ça n'a pas été tellement divulgué. Donc c'était une culture orale. Donc toute la formation se faisait sur place. Et on l'a dit sacré parce que tout simplement, le camp, le lieu de retranchement où la formation avait lieu, si c'était un lieu pour les hommes, ce lieu était interdit aux femmes. Si c'était une formation des femmes, c'était interdit aux hommes. Donc interdit aux non-initiés et interdit à une personne de sexe opposé. Donc c'est pour cela que ça a été appelé la forêt sacrée. Parce que ça se passait dans un endroit de la forêt qui avait été choisi et complètement isolé du village. Donc quand les jeunes dans tous les villages guerriers allaient dans la forêt sacrée, pendant 5, 6, 7 ans, ils ne voyaient pas leur famille, ils n'avaient pas de contact. Donc dans ma recherche de ma racine, donc des traditions guerzées, j'ai rencontré Monseigneur Théa, qui est pour nous quand même un symbole, un sage, comme on l'appelle chez nous. Il a été le premier prêtre guerzé. Et ensuite, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la culture guerzée. Donc c'était voir avec lui pour mieux comprendre. Donc c'est l'évolution de notre culture. Et on s'est dit, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons garder de bien nos traditions, parce qu'il faut qu'on garde nos racines, et qu'est-ce qui ne colle plus maintenant avec la réalité actuelle. Donc toute la démarche de Monseigneur, donc il y a plus une compréhension, il dit c'est bien qu'on puisse travailler ensemble. Et Monseigneur Théa, qui est au moins dans ses prêches, il cherche à dire aux Guerzés ce qui était bien dans leur culture, ce qu'on peut garder maintenant, ou ce qui est tout le côté qui était vraiment très sacré, comme il disait que une formation, un savoir doit être divulgué. Et lui, maintenant, il veut faire comprendre aux jeunes Guerzés, ou aux Guerzés en général, la valeur de leur culture, ce que l'on peut prendre de bien, ce que l'on ne peut pas, et ensuite l'évolution actuelle. Donc c'est quelqu'un qui rejette pas le modernisme, parce que la région forestière est une région très riche. Nous avons le café, le cacao, nous avons beaucoup de fruits. Donc nous, par contre, nous n'avons pas tout le savoir, toute la formation pour mettre en valeur toutes ces richesses que nous avons. Donc toute la démarche de Monseigneur Théa, c'est de pouvoir mettre ensemble tradition et modernisme. Et chaque fois qu'il va à l'église, chaque fois qu'il a l'occasion de se retrouver dans le milieu guerzé, il leur dit comment il faut maintenant prendre le bon côté de nos valeurs qu'il y avait dans la forêt, et ce qu'il faut laisser avoir une ouverture par rapport à d'autres cultures. Donc au niveau de la formation, comment gérer nos ressources pour pouvoir améliorer les conditions de vie. Donc c'est pour ça que c'était intéressant pour moi de travailler avec lui, parce que c'est dans cette démarche-là, il est bien maintenant qu'on forme, nous, des jeunes guerzés, à prendre leur destinée à main, à pouvoir gérer toutes les richesses économiques que nous avons dans notre région. Donc c'est dans cette démarche-là, dans mes méthode de recherche, que c'était vraiment assez intéressant que je puisse voir avec lui. Et j'ai vu que tout son combat, c'est ce qu'il veut laisser comme tradition. C'est ça, c'est dire nous avons des ressources, il suffit d'avoir assez de jeunes guerriers compétents, donc des jeunes qui, à l'époque de la forêt sacrée, tout jeune qui allait à ce rite d'initiation, qui suivait cette formation, tout le côté qui était sacré, tout le côté qui était secret, il n'avait pas le droit de le divulguer dans le village, donc il n'avait le droit de raconter à personne. S'il était mis au banc de la société, ou parfois ça allait à des cas extrêmes, à une élimination physique. Bon. Mais exceptionnellement, nous avons quelques images, quelques photos qui ont été prises vraiment dans des conditions très exceptionnelles, parce qu'il était interdit pour tout étranger d'aller dans ces camps. Et à l'époque, donc avant même les indépendances, il y a un prêtre suisse qui a pu, parce qu'il était dans un village où il y avait un climat de confiance énorme, ils ont pu l'envoyer dans le camp où il a pu suivre une formation et en même temps il en a profité pour faire quelques photos. Bon, ces photos justement sont encore assez interdites là-bas, c'est tabou, parce que pour les vieux de l'ancienne génération, sortir des images du camp, c'est vraiment un sacrilège. Il y a aussi actuellement à Zérékoré, plus précisément dans le village de Gbili, un médecin traditionnaliste qu'on appelle Ali. Et Ali, quelqu'un qui a, d'abord il est aveugle, ça c'est la particularité des choses, et il soigne par les plantes. Donc par les toucher, il arrive à reconnaître toutes les plantes. Et par ces plantes-là, il soigne des malades, il soigne des maladies même mentales. Et le côté qui est aussi bien, c'est que souvent on voit des médecins traditionnels qui rejettent complètement la médecine moderne, ou on voit des médecins modernes qui rejettent la médecine traditionnelle. Donc lui,
il s'est dit non, qu'il y a des maladies qui ne peuvent pas être soignées par la médecine traditionnelle. Donc, il est prêt à ce que les deux travaillent ensemble. Donc, il est allé, ce qui est assez exceptionnel, avec son denier personnel, à construire un dispensaire. Donc, il a un dispensaire. Et donc, s'il a des malades qui ne sont pas soignés par les plantes, il les envoie là pour que l'infirmier du village puisse en... Donc, à lui-même, qu'il y ait une coopération entre les deux. Ce que j'ai trouvé assez exceptionnel et c'était pour moi intéressant de le faire connaître. Par contre, on sent aussi quand il nous parle qu'il y a encore ce côté un peu caché parce qu'il ne veut pas vraiment divulguer ce qu'il fait, non? C'est vrai que au niveau il peut dire telle plante, mais c'est vrai que dans les mixtures, dans la façon de composer, il ne le dit pas. En fait, c'est un peu aussi comme une pharmacie en Europe, où quand il y a des médicaments qui ont fait son breveté, donc il est difficile de, dans une usine de voir les secrets de fabrication, les secrets de... Je pense que dans ce côté-là, c'est vrai qu'il est encore difficile de pouvoir dire comment ils utilisent, quelles sont les plantes qu'ils mettent en place, ceux qui le font. Il peut te dire par telle plante, je sens telle maladie. Par contre, comme Ali même le faisait savoir, il a envie de transmettre son savoir. Mais il regrette que maintenant qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à cette médecine traditionnelle, qui veulent apprendre. Lui, son souhait serait de prendre des jeunes, de les former, de les apprendre à soigner par les plantes. Il existe de nos jours, qu'on appelle des camps d'initiation des forêts sacrées, parce qu'il faut voir, après l'indépendance de la Guinée, donc le président qui était là avait interdit toutes ces pratiques. Donc, et quand il y a eu changement de régime, ils ont autorisé à tous ceux qui voulaient reprendre leur culture, leur truc ancien, de le faire. Donc, il existe maintenant à Zérékoré quelques camps d'initiation, des jeunes, mais qui n'ont plus la même essence. C'est des gens qui vont pour un mois, pour une semaine. C'est vrai que là, le contexte n'est plus pareil, puisque ça n'a plus les mêmes types de formations. Donc, c'est ce d'ailleurs pour lesquels Monseigneur Théa est contre, parce que pour lui, il pense que s'il y a un savoir, il faudrait plutôt l'enseigner dans les écoles, pour que ça profite à tout le monde. Donc, l'idée est que l'on puisse maintenant faire cohabiter la tradition, nos racines, et le modernisme. Donc, l'évolution à la chose, l'apprentissage, former les gens, prendre conscience de nos potentialités, de nos possibilités, de nos richesses, et comment les mettre en valeur pour améliorer la condition de vie des guerres. Et donc ça, c'est le but pour y arriver. Et aussi montrer que c'est à nous, Africains, de raconter notre histoire, de la vraie histoire, notre façon de voir les choses, ce qui est notre... Donc, qu'il ne soit pas tout simplement une interprétation d'autres gens qui ne comprennent pas forcément notre langue et que dans la traduction, que ce ne soit vraiment pas les mots, l'idée qui soit pas... Donc, c'est cette histoire qu'on a voulu montrer. Donc, on a pris l'exemple sur les Guérzé pour montrer que bon, ça s'est passé un peu ailleurs, pareil. Même si ce n'était pas forcément un camp comme en forêt sacrée, ailleurs, il y a une autre forme de formation. Donc, nous avions notre culture en nous. Et que nous avons, c'est vrai, comme pour mon expérience, nous avons à apprendre de l'Europe, mais aussi l'Europe à apprendre de nous, de notre façon de vivre, de la façon d'être simple avec les choses, la façon de vivre ensemble, donc d'apporter où l'être humain a sa valeur. Bon, les Guerciers sont restés souvent en autarcie, en autarcie dans la partie forestière, donc ce n'était pas un peuple voyageur commerçant, c'est des gens qui vivaient sur place, de l'agriculture essentiellement. Et donc pendant longtemps, cette partie de la Guinée a été un peu oubliée. Et maintenant, puisque avant même pour faire Conakry-Zérékoré, il fallait passer la nuit. Il y avait un fleuve où il n'y avait pas un pont, donc il fallait juste passer la nuit pour arriver. Il fallait 2 jours pour venir à Zérékoré. Maintenant, le pont est fini, donc on peut faire en une journée. Ça veut dire que c'est maintenant l'économie sur place s'ouvre, les entreprises viennent s'installer au fur et à mesure. Et donc, toute la démarche de Monseigneur Théa est que les jeunes Guerziers se basent sur leurs racines, prennent tout ce qu'il y a de bon dans leur culture, dans ce qu'il y a de la forêt sacrée, et tout ce qui est côté mystique, côté qui ne permettait pas d'évoluer, de laisser tomber, et d'apprendre maintenant des métiers, d'apprendre à gérer, pour que nous puissions par nous-mêmes faire évoluer l'économie locale. Et donc c'est toute sa lutte, c'est pour ça que c'était intéressant pour moi de travailler avec lui, et chaque fois à l'église, il prêche comment gérer le quotidien, comment gérer leurs ressources, et comment arriver à améliorer les conditions de vie. C'est une région qui est riche. Donc, nous avons les potentialités, donc il manque une formation. Il faut que les gens soient conscients des potentialités que nous avons, les gens aient suffisamment de formation et qu'avec cette formation, on puisse améliorer l'économie.